Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission 1, 2, 3 Santé, l'émission qui vous veut du bien. On est loin de s'en douter, mais l'intérieur de notre intestin est peuplé de milliards de colonies de microbes différents qui ont un rôle majeur dans le fonctionnement de notre organisme, mais aussi dans la prévention de nombreuses maladies de l'enfant, mais aussi et surtout de l'adulte. Le microbiote intestinal, c'est le sujet de l'émission du jour et on démarre avec notre question du jour. Mais qu'est-ce que le microbiote intestinal ? Et pour aborder ce sujet, toujours fidèle à mes côtés, le docteur José Perianin. Bonjour docteur. Bonjour Jennifer. Nous sommes accompagnés aujourd'hui du docteur Audebar. Vous êtes médecin généraliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Jennifer, bonjour docteur Perianin. Merci de m'avoir invité. Alors, première question, je ne vous cache pas qu'avant d'avoir à préparer cette émission, ce terme de microbiote intestinal, j'en avais pas vraiment entendu parler. Alors, pour nos téléspectateurs, est-ce que vous pourriez nous le décrire concrètement ? Le microbiote est ce qui était appelé anciennement la flore. C'est un ensemble de micro-organismes, autrement dit et plus simplement dit de microbes, qui peuvent être des bactéries, des levures champignons, des virus, des parasites, qui occupent aux côtés des revêtements qui sépare notre corps de l'extérieur, une place importante et qui forme cette population appelée microbiote. Ces muqueuses peuvent être les muqueuses de la bouche, les muqueuses des sinus, les muqueuses du vagin, de la vessie, etc. Et puis, il y a cette muqueuse qui est la plus importante en surface, qui est celle de l'intestin et qui permet d'accueillir le microbiote intestinal. Le microbiote intestinal, comme vous l'avez dit, c'est énormément de bactéries, jusqu'à 40 000 milliards de bactéries réparties dans notre intestin, avec quand même en moyenne 450 espèces. Donc vous voyez qu'il faut beaucoup de représentants de chaque espèce. Et nous leur offrons une habitation, le logis. Elles sont en notre sein. Mais nous ne faisons pas que ça, nous leur donnons aussi à manger, car ce que nous ingurgitons, ce que nous prenons comme alimentation, leur sert pour se nourrir, se multiplier. Et pas seulement ça, elles ne sont pas ingrates, elles font un travail, elles produisent à partir de cette nourriture des molécules qui ne sont pas inertes. Ce sont des molécules qui vont agir au sein de notre organisme. Et si ce microbiote intestinal est de bonne qualité, c'est-à-dire équilibré et diversifié, la production de ces microbes, de ces bactéries surtout, vont nous donner des molécules qui vont nous servir à un fonctionnement adéquat. En revanche, si le microbiote est déséquilibré et pauvre, c'est-à-dire peu diversifié, le risque est d'avoir des molécules en trop grande quantité ou en quantité inférieure qui ne nous permettent pas de fonctionner correctement, d'avoir des dysfonctionnements, soit des troubles simplement, voire des maladies. Alors ce microbiote, il vient d'où? Est-ce qu'il s'acquiert dans les premiers jours après la naissance du nourrisson? Est-ce que c'est quelque chose qui est inné, qui est déjà présent à la naissance? Alors même très précocement. On dit même que juste après le premier cri de l'enfant, il va être colonisé. Colonisé par quoi? D'abord, il faut savoir que l'intestin de l'enfant, du fœtus pendant la grossesse, est pratiquement stérile. Dès le premier cri, dès la sortie, il va ingurgiter les sécrétions génitales ou cutanées de la mère et les microbes présents dans ces sécrétions vont se développer, vont s'installer dans l'intestin pour développer la propre flore intestinale de l'enfant dont Dr Audebar vient de parler. Alors, qu'est-ce qui lui permet ensuite de se développer? Alors, très tôt, c'est déjà l'enrichissement au contact des autres revêtements, à savoir le contact avec la mère, le sein, le microbiote du sein avec le microbiote des canaux galactophoriques, qui sont quand même la surface qui sépare l'intérieur du sein de l'extérieur du corps. Le contact avec l'environnement très précoce à l'hôpital. Parfois, c'est plus le microbiote de la peau de la maman lorsque l'accouchement se fait par césarienne. Et puis, il y a aussi la bouche, lorsque la mère embrasse l'enfant ou le père de passage embrasse l'enfant sur la bouche. Tout ceci contribue à la colonisation, dit encore l'implantation
du premier microbiote au niveau intestinal du nourrisson. Très vite, il sera nourri par le sein, par la mère ou autrement, et cela permettra au microbiote de l'enfant d'acquérir des propriétés très intéressantes et de mettre en valeur, et surtout au premier plan, les bactéries dites bonnes bactéries. Car effectivement, il y a des bactéries qui ont un effet bénéfique pour notre santé et il y en a d'autres, hélas, qui ont un effet qui n'est pas propre au bon fonctionnement et qui peuvent même entraîner des maladies. Donc ces bonnes bactéries sont volontiers privilégiées lorsque l'enfant bénéficie du lait maternel. Le lait maternel a beaucoup de micro et de macronutriments. Il a également des molécules telles que des antibactériens, des molécules de l'inflammation, des anticorps, de l'immunité, telles que des anticorps, des molécules que l'on appelle aussi cytokines, et puis des fibres que le docteur Perianet connaît très bien en tant que pédiatre, qui sont des oligosaccharides. C'est-à-dire, saccharides, ça fait penser au sucre, saccharose, ce sont des chaînes complexes, mais pas très grandes, de sucre qui ne sont pas destinées au bébé, au corps du bébé, tout simplement parce qu'au niveau de l'intestin grêle du bébé, il n'y a pas le matériel suffisant, ça c'est ainsi, hein, c'est génétique, suffisant pour digérer, pour dégrader ces fibres. Et à qui reviennent-elles? Aux bactéries, aux bonnes bactéries qui ne demandent que ça pour se multiplier. À côté de cette nourriture, des conditions de contact avec la mère et l'entourage, il y a également d'autres facteurs qui vont intervenir dans la maturation de ce microbiote de l'enfant qui, j'en profite pour le dire, est très important de 0 à 3 ans, car à 3 ans, il acquiert son statut définitif de microbiote intestinal adulte. D'accord. Certains scientifiques séparent cette phase en 3 parties, de 0 à 6 mois, de 6 mois à 18 mois, et puis de 18 mois à 3 ans environ. Et il est intéressant de porter une attention là-dessus, car cela reviendra par la suite à intervenir différemment si l'on doit avoir une action sur le microbiote de l'enfant, différemment en fonction de l'âge de l'enfant. L'environnement est très important. Il y a une étude Princeps de Falani qui a bien montré que les microbiotes intestinaux des enfants et des adultes n'étaient pas les mêmes au nord de l'Europe comme au sud de l'Europe. Et nous voyons très bien qu'il y a beaucoup de choses qui entrent très vite en jeu pour différencier les microbiotes dont chaque individu a son propre et unique microbiote. Après l'environnement, il y a tout ce que l'on peut mettre à la bouche de façon accidentelle et parfois de façon obligatoire, tels que des traitements, des antibiotiques. Le jeune enfant, très tôt, peut avoir des antibiotiques à devoir prendre directement ou indirectement, comme la maman qui parfois prend des antibiotiques pour traiter une infection vaginale, à streptocoque B en l'occurrence, pour permettre à l'enfant de ne pas avoir des infections juste après l'accouchement. Mais hélas, cette antibiothérapie qui est essentielle peut avoir des répercussions sur le microbiote de l'enfant et alors devient un risque à long terme de microbiote déséquilibré et donc générateur de possibles maladies. Alors, vous avez bien expliqué et on a bien compris que la mise en place de ce microbiote a, grossièrement, vous avez dit 3 ans avec différentes phases. Revenons un peu sur ces différentes phases d'installation de ce microbiote. Après l'installation initiale à la naissance, les premiers mois, c'est essentiellement l'allaitement. Oui. L'allaitement maternel, c'est le must. C'est le must. Et effectivement, tout à l'heure, j'ai décrit un peu ce qu'il comprenait. L'allaitement maternisé, celui que l'on compose pour remplacer le lait de la mère, ne contient pas toutes les caractéristiques du lait maternel. De plus, ce n'est pas un lait humain. De ce fait, aussi, il n'a pas suffisamment de fibres, et certainement pas les fibres dont nous avons parlé, les oligosaccharides, dont on parle plus souvent. Vous entendrez parler de fructo-oligosaccharides, les FOS, et puis les galacto-oligosaccharides, les GOS. Et donc,
l'enfant qui ne pourra pas bénéficier de cet allaitement maternel jusqu'à 4 mois, 6 mois, eh bien, n'aura pas une implantation de bonnes bactéries comme l'enfant qui, lui, aura pu téter sa mère régulièrement. Ceci est très important parce que à terme, ça pourra avoir des conséquences importantes. Ensuite, il y a l'introduction des aliments. L'introduction des aliments se fait progressivement, comme les pédiatres le demandent de faire régulièrement aux parents. Et là se joue un challenge très important. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la muqueuse la plus importante de l'organisme en surface est la muqueuse intestinale. Et elle reçoit la plus importante quantité de microbes. Ces microbes, au contact de cette muqueuse, vont permettre à l'organisme d'être éduqué sur le plan immunitaire, de savoir s'il peut tolérer tel ou tel antigène, tel ou tel substrat que l'on lui présente. Et s'il est bien éduqué avec un microbiote diversifié, cet organisme n'aura que très peu, voire pas du tout d'allergie. Et c'est là où c'est important que dans les premiers instants de la vie, il y ait un bon microbiote déjà, parce qu'à l'arrivée des aliments qui sont là pour être tolérés, acceptés ou non, eh bien, tout va se jouer là en fonction de la qualité du microbiote. C'est très important ce que vous dites. On introduit les aliments pour permettre à l'organisme de le tolérer et non pour voir s'il est allergique, comme on a tendance souvent à le dire. Alors, cette alimentation, on va poursuivre cette diversification alimentaire et l'apport des fibres, des légumes, des fruits et des céréales ensuite est fondamental dans cette alimentation, dans cette diversification. Absolument, car la nourriture principale dont se délectent les bonnes bactéries, même les mauvaises, mais surtout les bonnes bactéries, ce sont les fibres. Et les fibres se retrouvent, bien évidemment, dans la viande, nous diront certains, mais là nous parlons des fibres végétales, des fibres qui sont, comme l'a dit le docteur Perianin, retrouvées dans les féculents et dans les fruits. Les féculents et les fruits qui donnent des fibres que l'on appelle les amidons résistants, parce qu'ils résistent à notre digestion, donc dont nous ne pouvons pas bénéficier. Et puis les bêta-glycanes, les fructo-oligosaccharides comme dans le lait de la mère, et puis les fibres tout venant, en général, que l'on retrouve dans certains végétaux comme la laitue, la mâche, l'herbe, les légumes à feuilles vertes. À côté de cela, il y a ce que l'on retrouve aussi dans les fruits et certains légumes qui est important, qui ne sont pas des fibres, mais qui sont les polyphénols. Ce groupe de 8000 substances très important pour notre organisme, pour qu'il fonctionne, est également important pour les bactéries intestinales et leur permettre de se multiplier dans de bonnes conditions et d'avoir un bon rendement pour notre corps. Alors rapidement, jusqu'à 3 ans, il ne faut pas encore dire que l'enfant c'est déjà un petit adulte, il va manger comme nous. Il doit avoir encore une alimentation spécifique, mais également très riche dans toutes ces fibres dont on parle. Parfaitement. Il faut être très vigilant, très attentif et lutter contre certaines habitudes qui sont rentrées dans les mœurs pour éviter de donner à l'enfant une alimentation qui soit différente d'une alimentation santé. Santé pour son corps, santé pour son microbiote intestinal. Alors à l'inverse, quels sont les éléments qui vont venir perturber le bon fonctionnement de ce microbiote? Dès la naissance, comme nous l'avons dit tout à l'heure, l'antibiotique par exemple, mais même la césarienne. L'un et l'autre, dans les 6 premiers mois de la vie, donc l'antibiotique et la césarienne, vont avoir une répercussion à long terme sur le microbiote. Et à 7 ans, l'enfant aura déjà un risque de surpoids, voire d'obésité. Donc nous voyons comme il est fondamental de préserver ce microbiote à la naissance et de l'enrichir au mieux pour qu'il soit de qualité, car tout au moins presque tout se joue à la naissance. Ensuite, nous avons bien évidemment une alimentation qui n'est pas de qualité, et puis avec des additifs, des colorants, des exhausteurs de goût, des conservateurs, qui sont très nocifs pour les bactéries, a fortiori les bonnes bactéries. Une alimentation pauvre qui n'est pas diversifiée, et puis d'autres médicaments que les antibiotiques, tels que les antidépresseurs, les médicaments contre la sécrétion gastrique,
et j'en passe, qui ont tous été décrits dans la littérature internationale comme ayant un impact sur le microbiote intestinal et à terme sur notre santé lorsqu'ils sont pris au long cours. Alors, vous le disiez, ça peut avoir des conséquences et donc déclencher certaines maladies. Chez l'enfant, quelles sont-elles, José? Alors, Dr Rothbard a bien expliqué que la mise en place de ce microbiote va permettre la mise en place de grandes fonctions de l'organisme, c'est-à-dire les moyens de défense, le système immunitaire, la prévention de beaucoup de maladies digestives. On pense d'abord aux maladies digestives. Maladies digestives de l'enfant, c'est d'abord les coliques, les vomissements, les régurgitations, etc. Chez le prématuré, une maladie grave qui est l'entérocolite ulcéro-nécrosante, où l'enfant ne se développe pas bien, l'intestin ne se développe pas bien, et qui peut prendre une tournure catastrophique. Plus tard, c'est toutes les maladies de l'enfance, mais si ce microbiote n'a pas été mis en place comme il faut, c'est tous les problèmes de défense immunitaire, les problèmes d'allergie contre les choses qui n'ont pas été mises en place comme il faut, la tolérance allergénique qui ne s'est pas produite, qui va se développer chez l'enfant. C'est-à-dire, pour résumer, mais très rapidement, parce que la liste est très longue, toutes les maladies allergiques, l'asthme, les allergies, les urticaires, etc., tous les problèmes de défense, enfants fragiles avec peu de réactions immunitaires, moyenne de défense. Mais également, on sait maintenant, beaucoup de maladies immunoallergiques, le diabète de type 1 chez l'enfant, mais également beaucoup de maladies, et on va le voir chez l'adulte, des maladies qui peuvent toucher des articulations, mais surtout des maladies touchant le développement du cerveau. On pense que l'anxiété, certaines dépressions, peut-être l'autisme, pourraient être en relation avec un déséquilibre de ce microbiote. Qu'en est-il de l'adulte? Oui, alors permettez-moi de revenir sur une partie de la réponse à votre question précédente, à savoir quelles sont les fonctions. Rappelons rapidement effectivement qu'en dehors de l'immunité, le microbiote intestinal sécrète par ces bactéries des substances nutritives, des vitamines, des minéraux. Il sécrète également des molécules que l'on appelle des acides gras à chaîne courte, qui font partie des métabolites, on appelle ça comme ça, l'ensemble des substances que sécrète le microbiote intestinal sont les métabolites. Et ces acides gras à chaîne courte ont une action dans notre corps. Et il va avoir une action sur le cholestérol, sur le métabolisme du sucre et sur également tout ce qui concerne le poids. Vous comprenez bien que chez l'adulte, un microbiote déséquilibré et non diversifié peut exposer au diabète, aux problèmes de cholestérol et aux problèmes de surpoids. Également, il sécrète des molécules qui vont vers le cerveau et qui sont très sensibles. Là aussi, ça peut donner de l'anxiété, de la dépression et même des maladies neurodégénératives comme certains syndromes de Parkinson. Plus encore, des maladies du foie, qu'on appelle maladies du foie nutritionnelles ou métaboliques. Effectivement, vous avez déjà entendu parler du foie gras. Eh bien, ce sont ces bactéries intestinales qui, trop nourries et mal nourries, vont sécréter des molécules qui vont entraîner ce foie gras et parfois alcoolique. Le foie qui est alcoolisé de l'intérieur, plus que ces bactéries vont sécréter également de l'alcool et la personne se sera alcoolisée de l'intérieur sans boire une goutte d'alcool. Impressionnant. L'obésité aussi pourrait être une maladie en partie, je dis bien, puisqu'il y a d'autres déterminants en relation avec des perturbations du microbiote. Alors pour poursuivre, on va accueillir sur ce plateau une diététicienne qui va nous expliquer déjà comment prévenir ce déséquilibre du microbiote intestinal et puis comment remédier parfois à un déséquilibrage. On l'accueille tout de suite. Nous a rejoint sur ce plateau Madame Sylviane Martel, vous êtes diététicienne nutritionniste. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci, bonjour à tous et merci de m'avoir invité. Alors la première question qu'on souhaite vous adresser, dans quelles conditions vous recevez les patients qui viennent vous voir pour des problèmes de microbiote? Est-ce que le plus souvent vous avez été recommandé par le médecin traitant ou bien ils viennent de leur propre chef? Alors le plus souvent, ils ont été recommandés par le médecin avec une analyse de microbiote. Ou alors ils viennent d'eux-mêmes par rapport à quand ils ont entendu parler du microbiote. D'accord, donc peut-être que vous aurez de nouveaux patients après le passage de cette émission. Mais en tout cas, la nécessité de préserver ce microbiote, on l'a bien compris, c'était très clair en première partie d'émission. Vous, quels conseils vous allez apporter quand il y a un dérèglement?
Alors d'abord, je passe déjà, mes recommandations passent aussi sur une enquête alimentaire basée sur 7 jours consécutifs afin que je puisse analyser l'alimentation de la personne en mettant bien le point sur les apports en fibres et en polyphénol. Puis après, mes recommandations passent sur une alimentation riche en fibres, en fruits et légumes, en légumineuses, des racines de chez nous, et diversifier en fait l'alimentation. Plus on aura une alimentation diversifiée, plus on aura des couleurs dans l'assiette et plus on va aller nourrir les bonnes bactéries. Alors des couleurs, pas de sauces différentes, hein, ketchup, mayo. Non, du tout. Quand je dis les couleurs, c'est beaucoup de fruits, beaucoup de légumes et on met des couleurs, des épices surtout. Oui, ne pas oublier les épices, ce sont nos amis très souvent. Tout à fait. Alors, quelles sont les premières recommandations après cette analyse de l'alimentation que vous allez leur faire? Les premières recommandations, c'est de manger des fibres, c'est-à-dire les fruits et les légumes, et les légumineuses. Éviter aussi de consommer trop de charcuterie, de viande, de favoriser aussi les produits frais, de fait maison. Et voilà, et peu de produits laitiers aussi également. Et de consommer énormément d'aliments qui vont aller diversifier en fait le microbiote. Alors sur combien de temps vous allez procéder à ce rééquilibrage alimentaire et à partir de combien de temps on va pouvoir constater des effets bénéfiques? Alors en général 4 mois. Le microbiote, ça prend du temps à se mettre en place, donc 4 mois. Et avant les 4 mois, je fais comme une vérification de l'alimentation par le carnet alimentaire qui me permet de vérifier si la personne a bien mis en place toutes les recommandations que je lui avais prédiguées. Alors vous avez bien dit, j'ai bien entendu, privilégier le fait maison, avec des produits frais, avec des fibres, donc c'est-à-dire éviter tous les surgelés, les produits cuisinés, les boîtes, les produits tout faits, où il y a plein de mauvaises choses dedans. Tout à fait, beaucoup d'additifs et d'édulcorants qui sont néfastes pour notre microbiote, donc vraiment favoriser le fait maison, consommer les produits locaux de chez nous, aller à l'épicerie et voilà, consommer du frais. D'accord. Une seule épice dedans, de l'amour? Non, tout à fait, en plus. Alors docteur, quand les perturbations du microbiote sont installées et que certaines pathologies en rapport se manifestent, on en parlait tout à l'heure, on peut proposer des greffes du microbiote intestinal. C'est une nouvelle technique, vous pouvez nous en parler? C'est une nouvelle technique qui a fait ses preuves dans une seule indication, qui est une infection intestinale par une bactérie particulière très résistante aux antibiotiques et qui apparaît souvent après plusieurs antibiothérapies. C'est le Clostridium difficile. C'est une méthode qui consiste à faire ingérer dans des conditions d'hygiène extrême des extraits de sel de microbiote d'un sujet qui a un microbiote dit sain, donc un très bon microbiote. Donc dans des gélules, il y a des extraits de fécès, de sel de cette personne, et la personne peut les ingérer après une préparation bien spécifique. Ainsi, elle retrouve un microbiote, surtout qui n'est plus infecté par cette bactérie. Alors, le traitement pour remettre en place un microbiote perturbé, ce qu'on appelle la dysbiose, n'est pas encore tout à fait au point, même si ça soulève beaucoup d'espoir. Madame nous a dit que l'alimentation peut contribuer, mais vous intervenez aussi dans cette prévention des anomalies du microbiote. Donc oui, dans la prévention. Alors la prévention, rapidement, il faut qu'elle soit avant la naissance, dès la prise en charge du microbiote de la future mère, microbiote vaginal et intestinal. Nous savons maintenant pourquoi, grâce au docteur Periana, qui l'a expliqué très brièvement. Également, tout faire pour que la personne, la femme, puisse accoucher par voie basse. C'est d'autant plus efficace. Tout faire pour que la mère puisse allaiter pendant au moins 4 mois. Et ensuite, mettre en pratique les conseils dont nous avons déjà parlé pour que le microbiote se développe et éduque correctement notre organisme, et notamment en évitant certaines erreurs. Tout à fait. Alors, des erreurs qui peuvent être, par exemple, de vouloir mettre un bébé sous cloche et tout stériliser, tout nettoyer. De ce que je comprends, il semblerait que certaines bactéries sont vraiment bonnes pour nous. On sait que cette tendance que nous-mêmes on a conseillée au début, il y a quelques dizaines d'années, on conseillait de tout stériliser, les tétines, le moins de jouets, le biberon en particulier. On sait que c'est nocif parce que ça évite d'apporter à l'enfant les microbes de son environnement qui sont intéressants pour lui permettre de les tolérer ultérieurement. Et on sait maintenant que les vagues d'allergies qui existent actuellement, de maladies immunoallergiques, sont probablement
secondaires à ces techniques. C'est pour ça qu'on recommande maintenant de ne pas stériliser les biberons. Eh bien, merci beaucoup pour ces précisions vraiment très claires. Maintenant, je pense que c'est le microbiote, on a bien compris. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. D'ici là, prenez soin de vous et on se quitte avec la synthèse en créole. Bel bonjour. Nous parlons des microbiotes intestinaux. Mais quel mot est ça? Eh bien, c'est ça qui a créé la flore intestinale. Nous apprenons qu'elle a joué un rôle fondamental en disant en nous. Est-ce que vous avez douté que nous avons une cargaison de microbes qui vivent dans l'intestin? Eh bien oui, ces microbes-là qui permettent de coller, de défendre et même fabriquer des vitamines. Ils peuvent protéger petit monde, grand monde de pile maladies, l'asthme, allergie, diabète et même tension. Depuis le fait, microbiote intestinal là, il y en dit dans l'état maman. Est-ce que tu sais ça? Pas de ça, hein? Mais il faut faire attention parce qu'il ne faut pas manger trop de produits qui sont colorants et additifs alimentaires, ça ne peut pas aider. Par contre, si vous voulez aider, si vous voulez qu'elle était droite du bout, eh bien, vous pouvez crier, ça y a crier probiotique. Je vais expliquer ça là. Et surtout, c'est important de manger local, manger frais, manger produits à pays là qui sont en terre. Et puis, vous allez comprendre, c'est ça qui est bon pour santé en nous. Bon, nous allons voir la semaine prochaine.